Bonjour, nous allons continuer sur le chapitre 3, l'étude des systèmes planaires en optique géométrique, et la dernière partie de ce chapitre est consacrée à l'étude du prisme. Donc, on a commencé, je pense hier au niveau des travaux dirigés, et durant toute la semaine, depuis lundi, avec les différents groupes, d'introduire le prisme dans un des exercices de cette série 2. Et on peut définir donc le prisme, c'est la figure que vous voyez devant vous. Donc on peut définir un prisme comme étant un milieu transparent d'indice n limité par deux plans qui sont non parallèles. Donc ça peut être un système optique qui est fabriqué en verre, ça peut être en plexiglas ou ça peut être en un autre matériau qui est transparent, homogène, d'indice n. On va définir et on va voir ce qu'on appelle l'arête du prisme, d'accord? Donc, c'est cette partie-là. On va définir un angle du prisme, c'est le même qui est là et c'est le même qui est ici. On va avoir la base et on a ce qu'on appelle la section principale. Voilà aussi une photo du prisme. Donc, pour ceux qui nous intéressent, c'est pouvoir construire des rayons lumineux qui se propagent à travers ce système optique. Donc, on va considérer sur cette figure un prisme taillé en un matériau transparent homogène d'indice n et on va le placer dans un milieu d'indice tout simplement 1. On va considérer que le prisme il est placé dans l'air et on va voir ses propriétés. Donc, nous verrons plusieurs choses. Nous verrons d'abord les équations du prisme. Il y a 4 équations du prisme. Nous verrons aussi la condition d'émergence pour qu'il y ait une émergence, c'est-à-dire pour que ce rayon incident arrive à émerger par la deuxième face du prisme. Je rappelle que la première face, c'est le dioptre D1 et la deuxième face, c'est le dioptre D2. Donc, quand un rayon incident arrive sur le prisme, il va se réfracter sur la première face et se réfracter sur la deuxième face. Et pour pouvoir émerger, nous allons donner cette condition d'émergence. Donc, pourquoi on a dit condition d'émergence? Parce qu'il arrive parfois, quand la lumière arrive comme ce rayon-là, à l'intérieur du prisme, comme il passe d'un milieu d'indice n vers un milieu d'indice 1, donc il se peut que cet angle I' soit égal à pi sur 2. Et dans ce cas, le rayon incident, le rayon émergent, si ce R' qui est l'angle d'incidence sur la deuxième face est supérieur à l'angle critique, IC, IL ou petit l, on va voir un phénomène de réflexion totale interne. D'accord? C'est pour ça qu'on dit, pour qu'un rayon incident puisse émerger à travers un prisme, on va étudier les conditions d'émergence et finalement, on va aussi étudier la déviation à travers un prisme. La déviation, c'est ce qu'on considère, c'est un angle D par rapport à la direction d'incidence. Donc, vous faites le prolongement en pointillé du rayon incident et vous faites le prolongement tout simplement du rayon émergent et cet angle qui se trouve ici, ça s'appelle la déviation. On verra que la déviation est quelque chose qui dépend de l'angle A, qui dépend de l'angle I et qui dépend de l'indice N. Et on va finalement étudier la dispersion à travers le prisme et la relation de Cauchy qui montre que n est une fonction de la longueur d'onde. D'accord? Donc, mais remarquons que quand vous considérez un prisme, la propriété principale, c'est que la lumière incidente, après réfraction sur les deux faces, va être ramenée vers la base. Donc, le prisme a pour propriété principale de ramener la lumière vers sa base. Donc, il est évidemment utilisé dans de nombreuses applications industrielles. Parmi ces applications, c'est ce qu'on appelle la dispersion. Donc, le phénomène de dispersion, c'est quand vous prenez une lumière polychromatique, une lumière blanche, une lumière jaune, vous la faites traverser à travers le prisme et vous allez pouvoir régler au minimum de déviation et vous allez trouver, après je vais revenir sur ce qu'on appelle le minimum de déviation, et vous allez devoir
observez plutôt un spectre de lumière. Vous avez le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu ciel, le bleu, le violet. Donc, vous verrez tout le spectre visible, c'est-à-dire des longueurs d'onde petites aux longueurs d'onde grandes. Bien évidemment, c'est le spectre du visible qu'on a vu dans le chapitre 1. Donc, le prisme permet de décomposer la lumière blanche en lumière monochromatique. C'est ce phénomène qu'on appelle la dispersion de la lumière. Maintenant, pour établir les relations du prisme. Donc, pour établir les relations du prisme, je vais d'abord considérer la première et donc je vais vous demander d'aller vers le point I et de considérer le rayon incident qui arrive sur I et qui se réfracte. Donc, SI, c'est le rayon incident, se réfracte sur la première face, I, et va donner un rayon réfracté qui est II'. Donc, au point I, j'applique la loi de Descartes. Vous avez 1 de ce côté et vous avez N ici. Donc, vous avez 1 fois sinus I égale à N fois sinus de R. Bien sûr, R, c'est l'angle de réfraction qui est là. Donc, la première équation, c'est N sinus R égale sinus I. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Allô? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. OK. Donc, quand je regarde la deuxième face, vous avez le point I' qui est le point d'incidence sur la deuxième face. Donc, quand le rayon I' arrive sur la deuxième face, il va se réfracter en I'S'. Donc, bien sûr, I' va avoir l'angle d'incidence que j'ai appelé R' sur la deuxième face. C'est là où il va y avoir la condition d'émergence après. Donc, le rayon I' qui est réfracté devient incident pour la deuxième face. Et donc, il va sortir du milieu N, il va sortir vers un milieu d'indice égal à 1. Donc, il va s'éloigner de la normale. Ici, ce rayon incident se rapproche de la normale par rapport, bien sûr, à la direction d'incidence. Et ce rayon I' va, par rapport à la normale, s'éloigner de la normale. D'accord, ça, on l'a vu dans les lois des Descartes. Donc, j'ai I', c'est-à-dire j'ai un angle I qui est l'angle d'incidence, R, le premier angle de réfraction, R', c'est l'angle d'incidence sur la deuxième face, et I', c'est l'angle de réfraction sur la deuxième face, c'est ce qu'on appelle l'angle d'émergence aussi. D'accord, sur cette face, en point I', j'ai N sinus R', N sinus R', ici, égale à 1 fois sinus I'. Et voilà la deuxième relation. Maintenant, on va passer à deux autres relations qui concernent les angles. Donc, la troisième relation va concerner l'angle A et la dernière relation va concerner la déviation. D'accord, donc pour A, si vous regardez tout simplement ce triangle, A et I', ce triangle, quelle est la somme des angles? La somme des angles est égale à pi. Donc, vous avez l'angle A, qui est celui-là, plus, quel est cet angle qui est là, entre ce rayon rouge et ce rayon bleu? Dans le triangle AII', cet angle est égal à quoi? Celui-là. I. Non, I, c'est ici. Moi, je veux cet angle. C'est entre ce rouge et ce bleu. I, c'est celui-là. I, c'est celui-là. Donc, c'est quoi cet angle qui est là? Alors, c'est quoi cet angle au point I? Ah, voilà. C'est quoi? C'est combien? Non, c'est pas pi moins. C'est pas pi. Cet angle, c'est un angle droit avec la normale. Le rouge avec les pointillés, c'est pi sur 2. Donc, c'est pi sur 2 moins R. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça, c'est pi sur 2. Et ça, c'est R. Donc, pi sur 2 moins R. C'est cet angle qui reste ici. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord? Monsieur, c'est aussi R, non? Attendez. Regardez. Le triangle I, A, I'. La somme de ces angles, c'est pi. La somme de ces angles égale 180. Donc, A, c'est connu. D'accord? Mais l'angle qui est là, je vais le faire avec le style. L'angle qui est là,
هذا اللي هنا هو هذا كله هو pi sur 2, n'est-ce pas? Moins R. Oui ou non? Oui. Ok, d'accord. Alors l'autre, شنو هو هاد الزاوية هذه اللي هنايا؟ هو tout ça moins R prime, n'est-ce pas? Donc plus pi sur 2 moins R prime. Et donc le total égale à pi. Donc A égale à quoi? Égale à R plus R prime. C'est pour ça que je vous ai demandé d'avoir un stylo et de suivre avec moi. Donc, dans le triangle AII', vous avez A plus cet angle qui est pi demi moins R, plus cet angle qui est pi demi moins R'. Donc, pi demi plus pi demi d'un côté se simplifie avec pi qui se trouve de l'autre côté, et donc A est égal à R plus R'. Est-ce que vous avez trouvé la relation? Est-ce que vous avez trouvé la relation? Allô? Monsieur, non, j'arrive pas. Ouais. Oui, j'ai trouvé. Alors, prenez un crayon. Prenez un crayon. Franchement, si vous venez sans crayon, vous n'allez pas vous en sortir. Prenez un crayon. D'accord? Écrivez. Cet angle qui est là, c'est combien? A plus l'angle qui est là. Je l'ai fait tout à l'heure. Cet angle qui est là. Ça, ce n'est pas... Non, ce n'est pas pi sur 2. Pi sur 2, c'est entre ce rayon et ce rayon. Regardez, pi sur 2, la normale. La normale. Elle est pi sur 2. Donc, là, c'est pi sur 2. Et moins cet angle. Donc, cet angle, c'est pi sur 2 moins R. Est-ce que vous l'avez vu? Oui ou non? Ou je ne sais pas si les autres suivent. OK, maintenant, c'est quoi cet angle qui est là? C'est pi sur 2 moins R'. Donc, écrivez A plus pi sur 2 moins R plus pi sur 2 moins R' égale à pi. Donc, c'est A plus pi sur 2 plus pi sur 2, c'est-à-dire plus pi, moins R' égale à pi. Vous simplifiez par pi, et donc A devient R plus R'. Est-ce que c'est clair? Oui, maintenant c'est clair. Pour les autres, est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils suivent, est-ce qu'ils ne suivent pas? Je ne sais pas. Alors, ceux qui sont avec nous, est-ce que vous suivez, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, monsieur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Un peu. D'accord, parfait. Donc, on va devoir continuer. OK. Maintenant, on va passer au calcul de la déviation. Alors, vous voyez, cet angle qui est là, c'est quoi? C'est la déviation, c'est-à-dire c'est l'angle qui nous donne la déviation du rayon incident par rapport au rayon émergent. Et donc, on va commencer par le début. On va voir qu'est-ce que le rayon SI va faire. Le rayon SI va de S à I et va se réfracter. Donc, il a effectué une première déviation en I. Et donc, je vais noter le grand D, c'est la déviation en point I. Plus, donc le rayon incident réfracté I' devient incident pour la deuxième face. Il va faire une deuxième déviation, donc plus la déviation au point I'. Donc, la déviation totale, c'est la déviation à travers la première face plus la déviation à travers la deuxième face. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit?
Est-ce que vous pouvez répondre? Oui, bon. Je répète la question 4 fois et après vous me dites de répéter. Ça veut dire que, bon, il y a une personne qui répond. J'ai dit, la déviation que je veux calculer, c'est le changement de direction par rapport à la direction d'incidence. La direction d'incidence, c'est ça, c'est tout ça. Voilà la direction d'incidence, ça. Ça, c'est le rayon émergent. Est-ce que vous voyez la souris rouge, mon laser? Est-ce que vous voyez le pointeur laser? Oui, monsieur. Oui. D'accord. Donc, voilà la direction d'incidence, voilà la déviation. Ça s'appelle la déviation. Est égale à la déviation autour de I, parce que le rayon incident a fait une première déviation, et une deuxième déviation. Donc, D, c'est la somme de la déviation autour de I plus la déviation autour de I'. Est-ce que vous avez compris cette phrase? Oui, monsieur. D'accord. On va calculer la déviation autour de I. Donc, le rayon KJAK, il dévie. Donc, sa déviation, c'est l'angle entre les deux. C'est tout. C'est cet angle qui est là. Donc, le rayon incident, il a un angle comme ça. Le rayon réfracté, il a un angle R. Et c'est quoi la déviation? C'est le changement de direction. Il a changé de cette quantité-là, avec les deux traits rouges. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire la déviation autour de I est égale à quoi? Est égale à quoi? C'est quoi cet angle qui est là? Parce que هذا كله شنو؟ هذا كله هو I. I moins 1. C'est I moins I moins 1. Ce que tu prends, c'est donc je I moins R. Regardez la déviation autour de point I'. Non, autour de point I'. Autour de point I', voilà l'angle d'incidence. WAD R'. Voilà l'angle de sortie, d'émergence. Donc, je n'ai pas la déviation d'IA. Donc, I prime moins F prime. I prime moins F prime. donc, I' moins R'. I' moins R'. Est-ce que tout le monde a compris? C'est exactement ça. C'est I' moins R'. Est-ce que tout le monde a compris? Oui, monsieur. D'accord? Donc, le rayon était dirigé comme ça et il a dévié comme ça. D'accord? Donc, cet angle, c'est I' moins R'. R', c'est ce petit angle. Donc, très bien. Donc, la déviation égale la déviation autour de I plus la déviation autour de I'. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire I moins R plus I' moins R'. Et quand vous sommez ça, c'est I plus I' moins R moins R'. Et R moins R plus R', c'est A. Donc, c'est I plus I' moins A. C'est bon? Et nous venons de démontrer les 4 relations du prisme. Donc, la déviation, c'est I plus I' moins A. Est-ce que vous avez compris comment on a fait pour retrouver les 4 équations du prisme, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Parfait. On va devoir continuer. OK? Maintenant, alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour que ce rayon incident puisse émerger en I', il va falloir chercher une condition. Et donc, cette condition, nous allons la trouver. Nous allons elle est très connue. La condition d'émergence, c'est 2 fois l'angle critique est supérieur à A. La petite n, c'est l'angle critique. On va l'expliquer. Alors, dans un prisme, on peut avoir une réflexion totale interne. Vous le savez. Pourquoi? Ce n'est pas sur la première face. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que je passe d'un milieu d'indice 1 vers un milieu d'indice n. Donc, ce n'est pas possible. Et le deuxième rayon, I', il passe du milieu d'indice n vers le milieu d'indice 1. Et c'est là où je peux avoir une possible réflexion totale interne. Est-ce que c'est clair? D'abord, il faut comprendre ça. Entre ce milieu et n du prisme, je ne peux pas avoir la réflexion totale interne. Et entre ce milieu, le vert du prisme et à la sortie vers l'air, oui, je peux l'avoir parce que cet angle va être très grand. Et s'il est très grand, il peut être égal à pi sur 2.
Et dans ce cas, le rayon incident là, on y réfléchit. D'abord, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire la réflexion totale interne qu'on a fait chapitre 1? Vous avez compris pourquoi en I', il est peut-être possible d'avoir une réflexion totale interne? Oui ou non? Allô? Allô? Oui, monsieur. بحال داك l'exercice اللي درنا في التدريب Exactement. C'est comme ce qu'on a fait en travaux dirigés. Parfait. D'accord. La réflexion totale interne, quand une lumière passe d'un milieu d'indice plus élevé vers un milieu d'indice plus petit, il y a possibilité que le rayon ne soit pas réfracté, comme ici, mais plutôt réfléchi. D'accord? Alors, pour que ce rayon SI soit émergent, il faut avoir une condition d'émergence qui fait que ce rayon incident va émerger, il ne va pas être réfléchi. On va étudier cette condition. Donc, dans un prisme, on peut avoir une réflexion totale interne quand on passe d'un milieu N à un milieu d'indice inférieur, c'est-à-dire 1. Donc, là, on passe de N à 1, par exemple. Alors, sur la deuxième phase du prisme, il y a réflexion totale si R', bien sûr, conteste si R' qui est là, est supérieur, si R' est supérieur à IC, qui est égal aussi à IL, qui est égal à L. Ici, dans le cours du prisme, j'ai noté l'angle critique par petit l. Et vous vous rappelez comment on a trouvé le petit l? Il faut avoir un stylo et suivre avec moi. On a écrit la loi de Descartes au point I'. Écrivez la loi de Descartes au point I'. C'est N sinus R' égale à sinus I'. D'accord? Alors, si on a une réflexion totale en I', en point grand I', l'angle I' égale à combien? Égal à pi sur 2. Donc, c'est sinus de pi sur 2. Ou sinus de pi sur 2 est égal à 1. Donc, sinus de R' est égal à 1 sur N. Et donc, R' égale à IL, égale à IC, égale à petit l, égale à l'arc sinus de 1 sur N. Et ça vient d'ici. Donc, le sinus de L égale à 1 sur N. Est-ce que vous avez compris? Parce que si vous avez suivi ce que je dis et vous avez écrit avec un stylo, vous allez trouver la même chose. Si vous n'écrivez pas, vous n'allez pas comprendre. Est-ce que vous avez suivi? Oui, monsieur. D'accord. Bien. Maintenant que vous avez la condition pour avoir une réflexion totale, il faut que R', ce R', je vais prendre encore le laser, ce R' qui est là, l'angle limite R', il faut qu'il soit supérieur à un angle limite qui est petit l, tel que sinus dialo égale à 1 sur n. Maintenant, c'est clair. Maintenant, dans le cas de ce schéma, c'est-à-dire on suppose que nous n'avons pas de réflexion totale. Nous supposons que nous n'avons pas de réflexion totale. Le rayon incident émerge et puis le rayon incident se réfracte et puis se réfracte encore, yani émerge. D'accord? Petit l, ou IC, ou IL, d'accord? Mais revenons aux équations. C'est quoi A? C'est quoi? Écrivez A. A égale à R plus R'. Yeah. Oui. D'accord? Ensuite, donc, si R', R' est supérieur à l'angle limite, c'est normal, pour qu'il y ait réflexion totale. Je ne veux pas de réflexion, non, je ne veux pas de réflexion normale. D'accord? Donc, R' doit être inférieur à ça. Je ne veux pas de réflexion. Donc, R' est inférieur à cet angle limite, petit l, ou la petit c, ou la petite n, l'hybride, ou le petit il. Je ne veux pas de réflexion, c'est-à-dire, dans ce cas, je n'ai pas de réflexion, j'ai émergence, c'est-à-dire la condition d'émergence. Donc, R', qui est là, ne peut pas être supérieur, doit être inférieur à cet angle-là. Je ne veux pas de réflexion, d'accord? Mais R
plus R' égale à A. Donc, à quoi serait égal R dans ce cas? Égal à A moins R'. Oui, monsieur. Ah, très bien. Donc, si R' est inférieur à petit n, et que R plus R' égale à A, donc petit r égale à A moins R'. ولكن R', هو ديك l'angle limite, هو L, c'est-à-dire A moins L. Il faut que R soit supérieur à cet angle. Il faut que R يكون أكبر من هذه الزاوية باش هذا يكون أصغر. Pour que R' soit inférieur, عندكم un nom, عندكم R plus R' plus cet angle est égal à 180. Pour que ce R' soit inférieur, il faut que celui-là soit supérieur. C'est normal. Je répète, vous avez la somme des angles, c'est 180. Ça ne change pas. Pour que R' soit inférieur à l'angle limite, R' soit inférieur à L. La phrase. Il faut que petit r soit supérieur. ولكن R', شنو هي؟ هي petit l. C'est-à-dire, si vous écrivez que R plus R' égale à A, vous déduisez que petit r égale à A moins R', ou dit que R', ou dit que IL. Donc, il faut que R soit supérieur à A moins L. C'est bon? Donc, il faut que R soit supérieur à A moins L. Est-ce que vous suivez? Oui. D'accord? Très bien. Maintenant, quelle est au point I la relation de Descartes? Si vous regardez ici, au point I, c'est n sinus R égale sinus de I. Je répète, n sinus R égale sinus de I. D'accord? Donc, sinus de I, écrivez, vous avez R supérieur à A moins L, n'est-ce pas? D'accord? Donc, sinus de R est supérieur à sinus de A moins L. Vous avez R est supérieur à A moins L, où L c'est l'angle limite, donc le sinus de R est supérieur à sinus de A moins L, n'est-ce pas? X supérieur à Y, sinus de X est supérieur à Y, à sinus de Y. D'accord. ولكن شنو هو sinus de I d'après cette relation? هو n sinus R. Donc, si vous prenez sinus de R qui était supérieur à sinus de A moins L, vous multipliez sinus de R par N et vous multipliez aussi ce terme sinus de A moins L par N. Et vous aurez N sinus de R supérieur à N sinus de A moins L. D'accord? Mais c'est quoi N sinus de R? C'est sinus de Sinus de I. Donc, sinus de I est supérieur à N sinus de A moins N. Très bien. Voilà, au moins, vous avez compris ça. Est-ce que tout le monde a compris, s'il vous plaît? Donc, sinus de I est supérieur à N sinus de A moins N. C'est bon? OK. Mais sinus de I, est-ce qu'il est plus petit que 1? Oui, il est plus petit que 1, n'est-ce pas? Donc 1 est supérieur à sinus de I est supérieur à N sinus de A moins N. Donc 1 est supérieur à sinus de I supérieur à N sinus de A moins N. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc 1 est supérieur à sinus de I ou à sinus de I est supérieur à N parce que sinus de I est inférieur à 1. Donc 1 est supérieur à sinus de I. Ou alors sinus de I est supérieur à ça. Donc par transitivité, 1 est supérieur à N sinus de A moins N. N'est-ce pas? À dire. Et si vous comprenez un bout de papier, vous allez comprendre. Donc, 1 est supérieur à N sinus de A moins N. OK? C'est-à-dire que 1 sur N, il y a 1 sur N, n'est-ce pas? Est supérieur
un sinus de 1 moins L. Ou c'est quoi 1 sur N? 1 sur N. C'est sinus de L supérieur à sinus de 1 moins L. Et vous avez sinus de L supérieur à sinus de 1 moins L, donc L est supérieur à 1 moins L. Donc L plus L supérieur à A, donc 2L est supérieur à A. Donc la condition d'émergence, c'est 2 fois l'angle critique supérieur à A. Ceux et celles qui ont suivi avec moi ce que je disais doivent prouver de manière très simple cette condition d'émergence. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Parfait. Est-ce qu'on peut passer? Si c'est clair, on doit passer. C'est bon? Oui. Parfait. Au moins, c'est déjà pas mal. Alors, on va passer. Ça, c'était la condition d'émergence. Donc, la condition d'émergence, pour qu'un rayon incident puisse émerger, il faut que 2 fois l'angle critique sur la deuxième face, sur cette face-là, soit supérieur à l'angle du prisme, tout simplement. On va passer. Maintenant, on va étudier la déviation à travers un prisme. Alors, la déviation à travers un prisme est une fonction qui dépend, comme on l'a dit, de A, l'angle I et l'indice N. Donc, c'est une fonction de A, N et I. Donc, si je veux calculer sa différentielle, je dois calculer sa différentielle en fonction des dérivées partielles, comme ce que vous avez fait pour la mécanique. Donc, c'est la dérivée de D par rapport à A quand I et N sont constants. Je rappelle, quand on dérive par rapport à une variable, on va maintenir les 2 autres constants. Donc, D différentiel de D, c'est D de D partiel par rapport à A, quand I et N constants, fois D droit de A, plus D de D sur Dn quand I et A sont constants, fois Dn droit, plus D de D par rapport à I quand N et A constants fois D. Ça, c'est les règles de la différenciation pour une fonction à plusieurs variables. D'accord? Nous avons 3 variables parce que la déviation va dépendre de A, de N et de I. Donc, quand on trace cette fonction D, on va remarquer que la déviation, quand on fait un tableau et on va chercher la déviation en fonction de l'angle I, on va voir que la déviation du prisme passe par un minimum. C'est-à-dire, si vous regardez cette courbe, la fonction D, cette fonction D, quand on fait varier l'incident, vous allez voir que ça fait un creux, comme ça fait un creux, d'accord? Donc, ça descend et ça remonte. Pour I, M, qui se trouve vraiment en ce point, nous avons une tangente horizontale qui correspond à cette déviation M. Donc, pour un angle optimal, nous avons la déviation minimale, c'est-à-dire inférieur à IM, vous avez la déviation qui augmente, supérieur à IM, vous avez la déviation qui augmente. Donc, je vais choisir vraiment ce IM. Alors, pour cette position, j'ai un angle I0 et voilà l'allure. Vous avez le rayon incident qui fait I0 avec un rayon émergent qui est à pi sur 2. Et vous avez, pour la déviation IM, vous avez un rayon incident qui se réfracte et qui émerge. Vous avez dans ce cas, dans ce deuxième cas, vous avez le rayon, l'angle d'incidence IM égal à l'angle d'émergence. Rappelez-vous qu'au niveau de la déviation minimale, ça c'est ce qu'on appelle le point de déviation minimale, l'angle d'incidence pour une déviation minimale, vous avez le rayon entrant égal au rayon sortant. Vous avez, je vais revenir sur ça, vous avez l'angle qui est là, qui est IM, est égal à l'angle qui est ici. D'accord? Donc, vous avez l'angle qui se trouve ici, exactement égal à cet angle. Donc, si I est égal à IM, la déviation D est minimale et cet angle qui est là va être IM aussi. D'accord? Donc, vous avez IM et vous avez IM. Et dans ce cas de IM entrant égal au sortant, vous allez définir ce qu'on appelle la déviation minimale. Et c'est dans ce cas de déviation minimale qu'un prisme va fonctionner correctement. Donc, si vous dépassez la déviation minimale à gauche ou à droite, vous n'allez pas avoir
votre phénomène optique. Donc, il faut vraiment régler le prisme au minimum de déviation pour avoir son fonctionnement optimal. Donc, la déviation du prisme passe par un minimum dm. Voilà, la déviation du prisme passe par un minimum dm en ce point où l'angle d'incidence est égal à im et qui est symétrique par rapport au plan bisecteur du prisme. C'est-à-dire, l'angle à la sortie ici, c'est l'angle d'incidence. C'est la même chose. Et dans ce cas, vous avez un point, vous avez un angle qui s'appelle dm. Et si vous regardez ici, si vous prenez cet angle im qui est égal à cet angle IM, la déviation que vous voyez, c'est la déviation minimale. Et dans ce cas, si vous partagez le prisme sur deux, vous allez avoir une partie gauche et une partie droite qui sont vraiment symétriques. Alors, dans ce cas, IM, c'est l'entrée est égale à la sortie, égale à I'. Donc, l'angle d'incidence égale, regardez, IM, l'angle d'incidence IM est égal à I'. D'accord? Et dans ce cas, si vous avez IM, si vous avez IM égale à I', à quoi serait R égal à R ou R'? C'est une question que je vous pose. Si à la sortie ici, I' égale à IM, égale à l'angle d'entrée, شحال كتساوي R'? Ah, voilà. Quand I égale à IM, c'est-à-dire égal à I', c'est le retour inverse de la lumière. C'est-à-dire, si vous envoyez la lumière avec un angle I, M, vous allez avoir R. Et donc, si vous prenez cet angle et vous l'injectez ici et vous envoyez la lumière dans l'autre sens, si I' égale à IM, R' doit être égal à R. N'a pas le choix. D'accord, parfait. Donc, R égale à R'. Et dans ce cas, regardez, si R égale à R', à quoi serait égal A? Alors, je vais les formules. A. R égale à R', donc A égale à 2R. Donc, R égale à A sur 2, égale à R'. Voilà. Donc, R égale à R' égale à A sur 2. Et dans ce cas, à quoi serait égale la déviation? D égale à I moins R égale tout simplement D égale à I plus I' moins A. Donc, D égale à 2IM moins A. N'est-ce pas? Je vois. Donc, D égale I plus I'. Ou comme I' égale à I, c'est 2I, ou ça s'appelle IM plus A, moins A. Donc, voilà. Donc, DM égale à 2IM moins A. C'est exactement ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez suivi? Allô? Est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. Et voilà, il faut, quand je pose la question, parce que pour gagner du temps, ce que d'ailleurs, d'accord, très bien. Donc, maintenant, d'après DM égale 2IM moins A, à quoi serait égal IM? Écrivez IM. IM. Et il y a DM plus A sur 2. N'est-ce pas? Donc, IM égale DM plus A sur 2. Ici, IM oui, c'est correct. Égale DM plus A sur 2. IM égale DM plus A sur 2. Et venez au point I et appliquez la loi de Descartes. Non. C'est 1 sinus de IM, parce que I égale à IM, non, égale à sinus de R. N'est-ce pas? Donc, si vous prenez N,
vous allez trouver que n est égal à sinus de a plus dm sur 2 sur sinus de a sur 2. D'accord? Ici, je mentionne que d varie avec la longueur d'onde. Donc, vous devez aussi savoir quelque chose, c'est que l'indice n, l'indice de réfraction, c'est quelque chose qui dépend de la longueur d'onde grâce à la formule de Cauchy. C'est-à-dire, n peut toujours s'écrire comme étant a plus lambda carré plus b sur lambda carré. A et b, ce sont des constantes. Je répète, l'indice n, la loi de Cauchy, c'est une loi, vous devez juste la retenir. Donc, n est égal à a plus b sur lambda 2, c'est-à-dire l'indice dépend de la longueur d'onde, inversement proportionnel au carré de la longueur d'onde. Donc, l'indice n, on vous a toujours dit que c'est une constante. En fait, il y a une correction à rajouter. Il n'est pas tout à fait une constante. Il y a 1,1 si c'est l'air. Mais en fait, c'est plus quelque chose. Plus b sur lambda carré. Donc, c'est ce qu'on appelle la formule de Cauchy. Donc, l'indice n est une constante, mais en fait, ce n'est pas tout à fait une constante. Non, elle dépend de la longueur d'onde grâce à la relation de Cauchy. Si on supprime ce terme d'ordre 2, de la puissance 2, n est toujours constante. Mais si on tient compte de l'aspect ondulatoire, on va tenir compte de cette écriture et on va écrire c'est a plus b sur lambda 2. En principe, ce n'est pas n égale à une constante a. Non, n égale à la constante plus une autre constante sur lambda 2. C'est-à-dire que n dépend de lambda 2. Voilà qui. Si n dépend de lambda 2, de lambda de manière générale, et n dépend de d, c'est-à-dire que la déviation dépend de la longueur d'onde. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, d varie avec la longueur d'onde de la lumière incidente. Voilà. Et je vous ai posé la question, si vous avez suivi jusque-là, est-ce qu'on peut continuer? Monsieur, n égale a plus b sur lambda 2, واش غادي نعوضوه في la relation ديال sinus 1,5 a plus d باش نلقاو n. Ouais. Alors, la relation de Cauchy, la loi de Cauchy, on vous l'a donnée. On vous donne une information. L'indice de réfraction n'est pas ce que vous croyez être constant. L'indice de réfraction en général, il n'est pas constant. Est égal à une constante A plus B sur lambda carré, plus C sur lambda à la puissance 4, plus D à la puissance sur lambda à la puissance 6, etc. C'est une fonction qui dépend de la longueur d'onde. Ça s'appelle la loi de Cauchy. Donc, ils ont montré que l'indice de réfraction des milieux optiques dépend de la longueur d'onde grâce à la loi de Cauchy. D'accord? Nous, dans ce cours, nous avons montré que l'indice n est égal à sinus de a plus d sur 2 sur sinus de a sur 2. D'accord? Et eux, ils nous ont dit que l'indice n'est pas en vrai une constante parce que si j'ai du vert, l'indice n égale à 1,5 plus une autre constante sur lambda carré, c'est-à-dire ce n'est pas tout à fait 1,5. Non, c'est différent. Là, on vous dit que l'indice, c'est une constante. En fait, ce n'est pas vrai. L'indice varie avec la longueur d'onde, en principe. Mais on vous a toujours dit que chaque milieu transparent homogène a une seule valeur. En fait, pas du tout. Cet indice dépend de la longueur d'onde. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, في les exercices بحال مثلا فاش غادي نبغيو نطبقوا هاد لا ريلاسيون غادي يقولوا لنا نحسبوا لانديس ديال ان سيغتان ميليو. ما غاديش تدخل la loi de Cauchy, non. ما غاديش تستعمل A plus B sur lambda 2 peut-être. Pour le niveau de l'optique géométrique, non. Peut-être après en S4, oui, mais pas ici. Ouais. Maintenant, c'est juste la loi de Snell-Descartes pour avoir la loi de Snell-Descartes, et vous devez savoir que l'indice pour un prisme, c'est sinus de A plus D sur 2 sur sinus de A sur 2. Voilà, c'est tout. Voilà. D'accord. C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Alors, on continue. Bien. Maintenant que nous avons vu que l'indice dépend de la longueur d'onde selon la loi de Cauchy. Revenez avec cet exemple. Pourquoi le rouge est moins dévié que le vert? Pourquoi le vert il est moins dévié que le violet? Et pourquoi le bleu est plus dévié que l'orange? D'abord, très bien. Si je vous donne ce schéma et je vous donne la loi de Cauchy et je vous montre que n dépend de
A plus dm sur 2, etc., sinus de chi, vous êtes capable de répondre. D'abord, vous êtes capable de répondre parce qu'on vous a montré, on vous a démontré la relation que vous avez sur ce slide. Alors, pourquoi, quand vous avez un spectre, pourquoi le violet, il est en bas et que le rouge, il est en haut? Et ce n'est pas l'inverse. Pourquoi? Comment vous pouvez répondre? La longueur d'onde de la couleur violet est plus grande que la longueur d'onde de la couleur rouge. Oui, oui. Mais trouvez-moi le lien. Alors, prenez encore un stylo et écrivez ce que je vais vous dire. En fait, la réponse qu'il y a entre ça et ça. La réponse qu'il y a entre les deux. Donc, écrivez la déviation, l'indice égale à quoi? Égale à A plus B sur lambda 2, n'est-ce pas? Oui. Et N égale aussi à sinus de A plus D sur 2 sur sinus de A sur 2, n'est-ce pas? Oui, d'après la relation. D'accord. Donc, N égale à A plus B sur lambda 2, c'est ici. Et N ici égale à ce terme-là sur sinus de A sur 2. Donc, l'oula c'est-à-dire que A plus B sur lambda 2 égale à sinus de A plus D sur 2 sur sinus de A sur 2. D'accord? Oui, c'est le sinus de D sur A plus A. Donc, comment varie le sinus de D, c'est-à-dire D, par rapport à lambda? Est-ce qu'il varie linéairement ou inversement proportionnel? Quand lambda augmente, quand lambda est grande, D qui كتكون la déviation. Quand lambda est grande, la déviation devient petite. Quand lambda est petite, la déviation devient grande. Parce que وحدة كاينة في النوميراتور وحدة في الدينوميناتور. C'est inversement proportionnel au carré de la longueur d'onde. شوف, هاد n هي هاد n. Donc هادي c'est B sur lambda 2. هادي c'est une constante ما نديوش عليها. هذا sinus de A sur 2 c'est un angle constant ما نديوش عليه. Donc n اللي كاينة هنا هي n اللي كاينة هنا. Donc 1 sur lambda 2 est proportionnel à D. C'est-à-dire quand D augmente, lambda diminue. Quand D diminue, lambda augmente. Et regardez ce que je vais faire. Je vais juste prendre le stylet. Quelle est la déviation du rouge? Ça, c'est la déviation du rouge. Où est la déviation du violet? Enfin, quel est le plus grand? La déviation du rouge ou la du violet? Du violet. Donc, c'est le violet. Donc, la déviation du violet est supérieure à la déviation du rouge. Pourquoi? Car lambda du violet est plus petite que lambda du rouge. Quel est le violet? 390, 380, 370. Et le rouge, c'est 600 et quelques, 690, 700 et quelques. Est-ce que c'est clair? Monsieur, بغيتي تلقى la relation entre قلنا d'après la loi de Cauchy n égale a plus b sur lambda carré. Et cette relation n égale sinus de a plus d sur 2 sur a sur 2. A sur 2, oui. Il y a une sinus de a plus d sur a. Et هذا c'est une constante, ما تديفش عليها. هذه c'est une constante, ما تحسبوهاش. هذه c'est une constante. Donc vous voyez que n qui est égal à qui varie en fonction de sinus de A plus D, égale à quelque chose sur 1 sur lambda 2. Donc, quand lambda est petit, sinus de D est grand. Et sinus de D est grand, ça veut dire D est grand. Quand lambda est grand, sinus de D est petit ou D est petit. D'accord? Donnez-moi votre question. Je suis la question.
Non, c'était juste comment vous avez fait pour trouver Bien sûr, la relation bien sûr. entre le M de la première relation et le M de Cauchy. Bien sûr, Juste bien pour sûr. dire que si diminue lambda. شوف هاد n اللي هنا c'est sinus de a plus d sur 2. A c'est une constante, n demi c'est une constante, ou n fois sinus de a sur 2. Ou had n égale à a plus b sur lambda 2. Had a c'est une constante ou b c'est une constante. Donc on peut dire, j'ai écrit à la main, n égale à sinus de a plus d sur 2 sur sinus de a sur 2 égale à a plus b sur lambda 2. D'accord? Quand lambda devient grand, b sur lambda 2 devient petit. Ou alors qu'une b sur lambda 2 devient petit, ce n'est autre que sinus de a plus d. Si le sinus devient petit, d devient petit. Pourquoi? Parce que la fonction sinus est une fonction strictement monotone sur l'intervalle 0 puis sur 2. D'accord? Quand dm est grand, sinus est grand. Quand dm est petit, sinus est petit. D'accord? Donc, si d est grand est égal à chi haja sur lambda 2. Donc, lambda, ça te compte petit. Si d est petit ou égal à quelque chose sur lambda 2, donc lambda, ça te compte grand. C'est pour ça que, justement, quand vous regardez le rouge qui a une longueur d'onde de 550 nanomètres, par exemple, elle va avoir une déviation petite. Et quand vous avez le violet qui a une longueur d'onde de 390 ou la 400, ben, il va avoir une déviation plus grande, tout simplement grâce à ces deux relations, Hadi ou Hadi. Voilà. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, monsieur, merci. D'accord, pas de souci. Bien. Eh bien, c'est là dans travaux dirigés, j'ai fait un maximum de choses sur le prisme. Donc, on a fait les 4 équations, la construction géométrique, la condition d'émergence, la déviation minimale et la dispersion. C'est tout ce qu'il faut savoir sur le prisme. Et donc, on a fait aussi les démonstrations. Mais dans la pratique, vous aurez plutôt des applications de ces relations. D'accord? Donc, ne vous en faites pas, donc vous n'allez pas être interrogé sur les démonstrations de ce type. Mais il faut savoir ça parce que c'est important pour les cours qui vont venir peut-être pour la suite pour l'optique ondulatoire. Bien. Est-ce que vous avez le partage de mon écran sur le chapitre 4? Oui, merci. Super. Bien. Alors, on va enchaîner la deuxième partie de ce cours par une partie sur l'étude des systèmes sphériques. Donc, dans l'étude des systèmes sphériques, nous allons voir 2 parties, la réflexion sur les miroirs sphériques, sur les surfaces sphériques, et la réfraction sur les diodes sphériques ou là les surfaces sphériques. On va traiter aujourd'hui juste les miroirs sphériques et je commence par une petite définition de ce qu'on appelle le miroir sphérique qui se trouve justement dans la série numéro 3, l'avant-dernière série, elle est prête, je l'ai récupérée à la fac, on va la distribuer, je vais la mettre sur le site à partir de cette semaine. À la fin de la semaine, je dépose la série et la semaine, le contenu, pour que vous ayez le temps de lire le cours durant les vacances et aussi réviser durant les vacances. Donc le dimanche au plus tard, lundi voire matin, on va déposer tout le contenu de la semaine d'après les vacances, de l'avance. Essayez de lire le cours, PPDF, PPT, regardez les vidéos, regardez les travaux dirigés, et ça va être kulchi sur la réflexion sphérique. Ça veut dire réflexion sur des miroirs sphériques. Donc un miroir sphérique est une surface capable de réfléchir la lumière presque en totalité. C'est comme un miroir plan, sauf qu'elle est sphérique. Donc je donne sur ce schéma l'allure d'un miroir sphérique convexe pour vous rapprocher de la situation. Si vous prenez une cuillère en inox, l'inox, et vous regardez la partie qui fait à la bosse, c'est un miroir
sphérique convexe. Si vous retournez le cuillère, je te dis que ça c'est un miroir concave, d'accord? Mais c'est un miroir sphérique. Donc un miroir sphérique dispose d'un centre, d'un sommet, d'un rayon et une surface qui réfléchit la lumière. Si le miroir est concave et que la lumière arrive de la gauche vers la droite, c'est cette face qui va réfléchir la lumière. C'est la partie maintenant. Si le miroir est de ce type, si je ne me trompe pas, mais je pense que c'est ça. Donc, le miroir concave, SC, valeur algébrique inférieure à 0 par rapport au sens de la lumière. Ou le miroir sphérique convexe, le sommet, le centre et le rayon. Et la surface qui réfléchit, c'est cette surface. Parce que la surface qui réfléchit la lumière, c'est toujours la surface qui est en face de l'entrée de la lumière. Donc, pour le concave, c'est ce sens-là. Pour le convexe, c'est cette face-là et c'est la lumière qui arrive de la gauche vers la droite. Si vous prenez une autre considération d'un miroir, la lumière peut venir du haut vers le bas. Il a qu'un le miroir d'ailleurs, d'accord, vers le bas ou là, vers le haut, ou là peut-être de la gauche vers la droite. Concave, l'exercice 3, il me semble, la série 3 de TD, l'exercice 3, on a pris un miroir concave, mais la lumière arrive de la gauche vers la droite. SC est toujours négatif. Donc pour le miroir concave, SC est inférieur à 0. Pour le miroir convexe, SC est supérieur à 0. On note R égale SC. On note R qui peut être négatif, qui peut être positif. Donc on distingue deux types de miroirs. Les miroirs concaves et les miroirs convexes. Les miroirs concaves, on les appelle des miroirs convergents, toujours. Et les miroirs convexes, c'est des miroirs qui sont divergents. D'accord? Ok? Oui? Monsieur fait les études des miroirs sphériques. Par exemple, on va dire qu'on a une sphère كاملة وغادي نديرو على l'étude غادي غير بحال لا ناخذوا la moitié ديالها. Après غادي نقولوا بلي أنها يا إما miroir concave ou le miroir convexe. Voilà, bien sûr. On prend qu'une partie. D'accord? D'accord? Donc, si je définis le miroir sphérique autrement, je peux dire le miroir sphérique, c'est une portion de sphère. À l'explication d'Yalkayana, c'est une portion, d'accord, dont l'une des faces est réfléchissante. En général, c'est une calotte sphérique, d'accord, de sommet S dans le rayon de cercle de base et le rayon d'ouverture du miroir. L'axe principal du miroir est perpendiculaire au plan tangent. Donc l'axe principal du miroir, c'est aussi une normale. Parce qu'il passe par le centre C, c'est aussi une normale. C'est la normale, parce que c'est une surface sphérique. Mais toutes les droites qui passent par le point C, ce sont des normales. Toutes les droites qui passent par le point C, ce sont des normales. Donc la surface qui réfléchit, dit, C qui se trouve en face de cette surface, qui est le miroir concave, et C est négatif. D'accord? Mais quand on convexe, qui est l'axe, qui est SC positif, ou qui est le centre C, la face qui ne réfléchit pas à la lumière. Donc, si je reviens à ça, la face réfléchissante, il a dit, ou c'est regardez, donc le miroir convexe, C se trouve dans l'autre partie de la face qui réfléchit, ou qui est divergent. D'accord, toujours. Donc, monsieur. Oui. Monsieur, la miroir concave ou la miroir convexe, كتكون دائما ديك لا بارتي اكستيريور هي اللي كتكون عليها ليتود يعني اما ريفليكسيون او لا يعني غير ريفليكسيون هذه اللي لداخل كتكون بالنسبه للكونكاف واللي كتكون بحال دابا هنا من برا كتكون الكونفكس. دابا هنا لا بارتي كي ريفليشي كونكاف هي هذه, هنا ما كاين والو, هنا سي نوار, ولا بارتي بور لو كونفكس كي ريفليشي هي هذه. Donc, ça dépend sur la position du point C. On a toujours l'extérieur. Là, on fabrique un miroir et regarde le côté. C'est qui réfléchit. Il a l'intérieur qui est qui est concave. Et c'est qui est négatif. Il a qu'un derrière بحال هكا, وهاد la partie هي qui réfléchit. هذه هنا
d'extérieur. Extérieur. ديما دوك يجي من واحد الجهه ديما كيجي من هنا مثلا. دونك هنا كتكون هذه سي ان ميغوار محدب كونفكس. داكور سي كيكون كيشوف البلاصه اللي نوار وهنا سي كيشوف البلاصه اللي ريفليجيسونت. دونك هذه هي لا ديفيرونس بيناتهم بجوج. Donc, si c'est un miroir concave, le point C se trouve du côté qui réfléchit. Si c'est un miroir convexe, le point C se trouve du côté qui ne réfléchit pas. حيت الضوء جاي من هنا ويجي من هنا ما غاديش يدخل، راه ما يمكنش يدخل، كيجي وكيرجع، وجاي من هنا كيجي وكيرجع. حيت le miroir réfléchit la lumière, il ne fait pas la réfraction de la lumière. C'est bon? Donc, un miroir sphérique concave est caractérisé par une face réfléchissante qui se trouve du même côté du centre C, tout simplement. Maintenant, comme pour tous les systèmes optiques, nous allons nous intéresser à la formation de l'image et à l'étude du stigmatisme, à la détermination des foyers objets et images, aux relations de Newton, au grandissement et ainsi de suite. Donc, on va commencer par parler un petit peu du stigmatisme. Alors, pour encore le savoir, pour le miroir sphérique, ce n'est pas un système optique rigoureusement stigmatique. Jamais. Le miroir sphérique, comme tous les autres systèmes, sauf le miroir plan, ce n'est pas un système qui réalise le stigmatisme parfait pour tous les points de l'espace. Bien sûr, il y a de certains points caractéristiques, les hauts, le centre et la surface. Donc, le point C, c'est un point de stigmatisme rigoureux et les points qui sont sur sa surface aussi, mais pas tous les points de l'espace. Donc, le stigmatisme n'est pas réalisé, sauf pour deux points. Le point C, c'est un point de stigmatisme rigoureux, c'est-à-dire tous les rayons qui passent par C, ils reviennent par C, où le point C, de son image, C ou C', d'accord? Et les points qui sont sur la surface, ils ont leur propre image. B, sa propre image, il y a B', d'accord? Mais à part les deux catégories de points, tous les autres points ne sont pas rigoureusement stigmatiques. Donc, alors, comment on construit l'image à travers un miroir sphérique? On prend deux rayons, on prend un objet, A, et on va prendre deux rayons. Le premier rayon, c'est le rayon qui va vers la surface à incidence I quelconque. On va tracer sa normale. Et la normale est une droite perpendiculaire. C'est une droite qui passe par C, c'est-à-dire un rayon de courbure, un de chemin. Donc, je trace cette droite. Et donc, il sera réfléchi d'après Descartes, I égale à I. D'accord? Il sera réfléchi. Et je prends le rayon qui va de A, il se dirige normalement, il y a une qui est C, qui est هكذا. وغاية تلقاو في هاد deux points. وهاد A' qui est l'image de A à travers le miroir sphérique. D'ailleurs, la lumière arrive et elle est réfléchie. كل شيء كيبقى في هاد الميليو، حتى حاجة ما كاينة هنايا. إلا بغيت ندير شي حاجة هنا كنديرها اون بوانتيي، حيت هنا فيرتويال وهنا ريال. راه عرفنا شنو هو هاد ليسباس دي زوبجي ريال وهاد ليسباس دي زيماج ريال. وهنا سي ليسباس دي زوبجي et des images virtuelles. D'accord? Donc le point A donne un rayon incident qui se réfléchit et donc un rayon incident comme ça qui se réfléchit lui-même. A', c'est l'image de A à travers le miroir sphérique. Les qasmou zawiyatain huma I ou I. D'accord? Ou c'est la normale. On note l'angle θ ici. Est-ce que vous avez compris ça? Pour moi, oui, j'ai compris. Pour les autres. Oui, merci. Alors, les autres qui sont avec nous, Youssef. Est-ce que c'est bon? Si, Youssef. Est-ce que c'est bon? Ils ne sont pas là. Huria. Oui, c'est bon. Khadija. Oui, monsieur, c'est clair. Sereda. Oui, merci, c'est clair. D'accord, très bien. Le concept, c'est très important. D'accord. Alors, c'est bon. Bien, l'image, comme quoi le stigmatisme parfait n'est pas réalisé. Je prends un miroir sphérique. Un miroir sphérique, de quel type? Si vous avez compris, c'est quoi?
concave, très bien. Donc le centre C et S, c'est ici. D'accord? Je prends des rayons lumineux qui viennent de l'infini, parallèles à l'axe principal, du GI. كل واحد فين غيكون réfléchi. حيت كتراسي la normale ici. Pour ce rayon, on va dire la normale ici. Pour ce rayon, on va dire la normale ici. Pour ce rayon, on va dire la normale ici. Maintenant, le rayon, on va dire le point d'incidence, on va dire la normale. Et donc, vous avez différentes normales et vous avez différents angles d'incidence. Donc, si différents angles d'incidence, d'après Descartes, différents angles de réflexion. Et vous n'avez pas un point unique. Donc, maintenant, un objet, une image unique. Chaque angle d'incidence qui a une image différente. Donc, le sigmatisme parfait, donc, ce n'est pas un système rigoureusement sigmatique. Il a pour le centre C, l'objet et l'image, c'est le point C, et les points qui sont sur la surface, ce sont des objets et des images. Donc, maintenant, nous allons passer pour établir la relation de conjugaison d'un miroir sphérique dans les conditions d'approximation de Gauss. Bien sûr, puisque ce n'est pas un système parfaitement stigmatique, nous allons adopter la démarche de l'approximation tout simplement de Gauss. D'accord? Alors, je prends un miroir sphérique concave, je prends un objet A qui donne un rayon incident au point d'incidence B qui se réfléchit en donnant BA', et A qui va directement verser vers A' normal, c'est-à-dire la normale, elle est réfléchie pour donner 0. Regardez ici, je ne trace rien du tout. Donc A' est l'image de B. Je vais noter cet angle U, cet angle θ et cet angle U'. Je répète, U, θ et U'. Je note, je prends I et je considère les triangles A, C, B et les triangles C, A', B. Dans le triangle ACB, vous avez Zawiya I, Zaïd U, Zaïd cet angle. C'est quoi cet angle qui est là? P moins θ. Ouais, c'est pi moins θ. Donc U plus pi moins θ plus I égale à pi. Donc, il y a pi moins θ. Ouais. Plus U plus I égale à pi. C'est quoi la zawiya اللي هنايا؟ C'est pi moins U'. D'accord? Plus θ plus I. Plus θ plus I égale à pi. Est-ce que tout le monde a suivi? Oui. D'accord. Donc, je vais passer à l'autre slide. Donc, si vous prenez les deux, vous pouvez sortir maintenant 2θ égale à U plus U'. D'accord? 2θ égale à U plus U'. Donc, si vous avez 2θ égale U plus U', vous allez venir et considérer le triangle A. Je prends B et je fais la projection dialogue. B, je fais la projection dialogue et je vais considérer les triangles AHB, CHB et A'HB pour déterminer les tangents. C'est quoi tangente de U? Tangente de U, c'est HB sur AH. Puisque les angles sont petits, je peux faire l'approximation de Gauss et écrire que c'est U. D'accord? Tangente de U'. Tangente U', c'est HB sur A'H. Il a dit, puisque les angles sont petits, la tangente est égale à U'. Pourquoi? Parce que c'est sinus de U' sur cosinus de U. Cosinus de U, le can U صغير qui est ou sinus de U qui est l'angle lui-même. Donc, tangente de U' égale à U'. Pour θ, la tangente est égale à HB sur CH. Il a dit, puisque les angles sont petits, tangente θ, c'est sinus θ sur cosinus θ. Cosinus θ égale à 1 ou sinus θ égale à θ. Donc, tangente θ égale à ça, égale à θ. Bien. On va dire, deux fois θ, 2 fois HB sur CH, 2 fois HB sur CH égale à U. Ou je n'ai U, il y a HB sur AH, il y a HB sur AH, plus U', شنو هي U', هي HB sur A'H. Donc كتبت هذه اللي هنا دخلت فيها لي طونجونت بالابروكسيماسيون دو غوس وكتبتها هنايا ومني كنكتبها هنايا كنلاحظ انه الى عندي لي كونديسيون دو غوس لو سيستيم
le système miroir sphérique est de faible étendue. C'est la deuxième condition d'approximation de Gauss. Donc, il a que le système est de faible ouverture, mais il compte عندي هذاك اللي بزاف غيكون عندي يطليف من هنايا غير la partie tangente ديالو غير هنايا غيكون هذا نبقى نقطع هذا ما ناخذ السيستم كامل. دونك هذا لو بي غيكون عندي هنا ولا الاس خطفعت ما يكون اش ديالو هو هذا غيكون اش مع اس. Dans ce cas, غادي نقول h est confondu avec s et je remplace h par s. في هذه la formule وغادي نختزل HB وغتبقى لي هذه العلاقه اللي هي la relation de conjugaison des miroirs sphériques dans les conditions d'approximation de Gauss ولكن avec origine au sommet. هذا هو الفرق اللي كاين. لاحظ ان s هنا و s هنا ou SNA. Donc, 2 sur SC égale 1 sur SA plus 1 sur SA', ça s'appelle la relation de conjugaison des miroirs sphériques dans les conditions d'approximation de Gauss avec origine au sommet. Est-ce que vous avez suivi ma démonstration? S'il vous plaît. Monsieur Darour, une démonstration, c'est-à-dire? Non, dans la série de TD numéro 3, nous vous avons donné 3 exercices sur miroir sphérique. جميع الأنواع, d'accord? وحده ما تنطلبوا لكم la démonstration. Mais si on a envie de donner une question de cours pour retrouver cette relation, on vous la donnera. D'accord. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Parce que c'est du cours. Anna, est-ce que quelqu'un peut me dire واش هذه démonstration صعيبه بغيتي نفهم شنو فيها صعيب؟ كتنطلق من الزوايا الاولى والثانيه كتمشي لي طونجونت U prime et θ وكدير H confondu avec S وكتلقى النتيجه. Ça s'appelle la relation de conjugaison des miroirs sphériques dans les conditions d'approximation de Gauss avec origine au sommet. Pas du tout, n'est pas compliqué du tout. Bon, Anna, je ne pense pas qu'on va vous la donner, mais si, j'ai dit bien si on vous la donne, on vous la donnera comme question de cours. Mais dans les séries de TD numéro 3, les 3 premiers exercices sur miroir convexe, concave, etc. كتستعمل هذه العلاقة وكتلقى بها جميع الحلول. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Bien sûr. Donc, mais ce n'est pas, si vous trouvez que c'est une relation qui est difficile, je vais devoir répéter la démonstration. Il a pas été. ما عنديش مشكل. حيت عادية ما فيها حتى شي حاجة زعما صراحة ما فيها حتى شي حاجة. فيها لي تريونغل فيها لي سينوس فيها لي طونجونت بلوتو وسي تو فوالا وفيها مجموع زوايا كيساوي بي بون. وعلى العموم 99% كتستعمل العلاقه ما كتشوفش ما كنطلبش منك تعطيني ديمونستراسيون ديالها 99% مي il faut la connaître سينون غادي توليو نتوما كتقراو عاوتاني لوبتيك بحال اس في تي. اس في تي كنديروش لي ديمونستراسيون كنعطيه العلاقه. نتوما فوز ايتون اس ام بي سي خصكم تدربوا تمرنوا على لي ديمونستراسيون. سي دون فوتر انتير. Est-ce que c'est clair? C'est du cours. Bien, nous pouvons aussi démontrer cette relation à partir de cette relation-là. Nous pouvons aboutir à cette relation. Mais ça s'appelle la relation de conjugaison dans les conditions de Gauss avec origine au centre. 2 sur SC, 2 sur CS. On a 1 sur SA, SA prime, CA. On a SA prime, CA. لاحظوا انه كتشدها بعوض اس كنعوض بالسي وهنايا كنقلب السي اس مع. لاحظوا انه سي دي فالور الجبريك s'il vous plaît, c'est que des valeurs algébriques qui sont positives ou négatives. Assez souvent بزاف كيكونوا inférieurs à 0. Bien. Je vais passer à un autre concept qu'on appelle les points et les plans focaux. Alors, je commence peut-être pour ce cours la première fois de vous parler du foyer objet et du foyer image. Sachez que l'introduction du foyer objet et du foyer image en optique géométrique pour les systèmes optiques, pour la construction d'images, elle est fondamentale, cette notion. Vraiment fondamentale. C'est quoi un foyer objet? Un point qui s'appelle grand F, c'est un point pour lequel l'image se trouve à l'infini.
et un point qui s'appelle F', c'est le point focal image, c'est un point pour lequel l'objet A est à l'infini. C'est à l'inverse. Si je définis un point grand F en un point, ça veut dire c'est le foyer objet, mais son image, par contre, doit être à l'infini. Si je définis le point F' comme étant le foyer image, son objet, lui, doit être à l'infini. D'accord? Donc, on va déterminer le point F'. C'est quoi le point F'? Le point F' est défini comme l'image d'un point qui est situé à l'infini. D'accord? C'est-à-dire A est à l'infini. Donc, je peux écrire si F' est A', le point image, si F', le point image, est en A' qui est l'image, je vais revenir à cette équation et remplacer. Donc, si A' est égal à F', A est à l'infini. C'est quoi 1 sur S l'infini? Je n'ai 1 sur l'infini. Non. Non. 0. Donc, je vais 2 sur SC égale à 1 sur SF'. Je répète. Si je remplace A' par F', maintenant, on a F'. Donc, 1 sur SF', il y a 1 sur l'infini. Donc, 2 sur SC égale à 1 sur SF'. Donc, SF', le numérateur, SC, le numérateur, SF' égale à SC sur 2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, le centre ou le sommet, la jauge, le point F'. Donc, le point focal image pour un miroir sphérique, le rayon. Pour le concave, et pour le convexe, c'est la même chose. Je répète. Et c'est sur 2. C'est-à-dire, S ou C, 4 la jauge, ou 4 la position F'. Donc, pour le convexe, la surface qui réfléchit, ou pour le concave, pardon, pour le convexe, c'est la même chose. Voilà, qui est virtuel. Les pointillés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'objet, quand des rayons arrivent comme ça veut dire qu'il arrive de l'infini. L'infini, ce n'est pas l'infini très loin. L'infini, ça peut être 1 mètre ou 2 mètres. D'accord? L'optique, 1 mètre ou 2 mètres, ça peut être l'infini. L'infini, c'est les rayons parallèles qui viennent parallèles à l'axe principal. D'accord? Donc, l'infini, si un objet arrive maintenant, les objets, leur imagine Raikono qui est la réflexion sur le point F'. Donc, si l'objet est à l'infini, l'image est en ce point. Voilà les cartes d'objet. La même chose pour le convexe, je trace F', donc les rayons qui arrivent comme ça, mais ils vont être réfléchis de manière à ce que leur prolongement passe par F'. Je répète. Donc les rayons incidents qui sont parallèles à l'axe principal, qui arrivent de l'infini, vont être réfléchis de manière à ce que leur retour, leur prolongement en pointillé passe par F'. Le foyer focal. Et donc, quand on introduit le foyer objet et le foyer image, ça facilite pour vous la construction géométrique considérablement. C'est fait pour faciliter, pas pour compliquer. Maintenant, on va définir le point focal objet. Alors, le point focal objet est défini comme l'objet d'une image située à l'infini. Donc, f est égal à A, si A' est à l'infini. Et quand vous remplacez dans cette relation, donc 1 sur l'infini, c'est 0, ou alors 1 sur SA, 1 sur SF. Et dans ce cas, SF est égal à SC sur 2. Et on remarque que SF égale à SC sur 2. Alors, SF, c'est ce qu'on appelle la distance focale objet, petit f. Et SF', c'est ce qu'on appelle la distance focale image. Ils peuvent être négatifs comme ils peuvent être positifs. Pour le miroir concave, SF et SF', c'est-à-dire que F et F' sont confondus. Pour le miroir convexe, F ou F' aussi sont confondus. Voilà qu'il SF, petit f' ou petit f' égale à petit f égale à positif. C'est toujours SC sur 2. Ou négatif. Donc SF' ou la SF est inférieur à 0. Ou SF ou la SF' est supérieur à 0. Voilà ce que j'ai à dire pour... Maintenant, autre chose. Si vous faites un plan qui passe par F ou la F', qui te met le plan focal objet,
et le plan focal image. Pour le miroir sphérique, le plan focal objet et le plan focal image sont confondus. Pour le miroir sphérique convexe, convexe, le plan focal objet et le plan focal image sont aussi confondus. Monsieur, Maintenant, oui, quand on veut tracer la focale, cette, oui, c'est la moitié c'est la moitié. de la distance CS. Oui, c'est la moitié de Hadi, oui, tout à fait, oui. On la trace comme la normale, donc on peut. C'est pas nécessairement de faire ces démonstrations pour la tracer. C'est juste on la trace directement. Il n'y a pas de démonstration. Quelle démonstration on a fait? La distance la distance est sur 2. خصك تكوني حافظها et c'est sur 2. Voilà. خصك تعرفي تبرهن ما بين هذه باش تلقى هذه خصك تكوني عارفه خصك تكوني عارفه تبرهن عليها. هادشي ça se donne assez souvent في les exercices وامتحانات. Faites attention. من هذه العلاقه خصك تعرف تدوز تلقى هذه العلاقه. سهله ما فيها والو كتقول اف بريم هي ا بريم ولوبجي ديالها في الانفيني كتعوض وكتلقى العلاقه سيتو شنو جاك صعيب ولكن كتجي ما بين اس سي وكتدير لو بوين ما عندك ما تبرهن كتحط النقطه وكتجي ما بين اس سي في الكونفكس وكتحط النقطه سيتو عادي وملي كدير لو بلون كيكون لو بلون فوكال اوبجي هنا هو لو بلون فوكال ايماج واش هذا هو السؤال ديالك سي جوست بغيت غير نسول زعما واش كنرسموه بحال لا نورمال يعني لا نورمال غير كتراسي نيشان على لو بوين ديالك عندها علاقه بالنورمال رانا الا كنتي كتخلطي مع النورمال اللي هي نورمال نو ماشي خلط بيناتهم سون ديفيرون غير زعما فاش كنبغيو نرسموهم واش كنرسموهم نيشان ولا كيخصنا نقولوا بلي انه شحال كيساوي عاد ديك الساعه الرسم لا كتمشي تقسم على جوج وصافي عادي c'est tellement évident pour un miroir convexe et concave c'est la moitié f ou f', le point focal objet est confondu avec le point focal image. Et la distance focale, la distance focale objet est égale à la distance focale image. Et le plan focal objet est confondu avec le plan focal image. C'est tout. إلا كتبناه منكم ولكن نتوما ملي كتبغيو ديروا لي زيكزارسيس كتحتاجوا اوتوماتيكمون كتصاوبوه في البغويون بلا ما كنطلبوه منكم ولكن كيمكن تطلبوه منكم تبريزونتيوه بطبيعه الحال. Bien sûr. D'accord. Alors, on va aussi parler du grandissement. Le grandissement linéaire ou le grandissement transversal. Le grandissement, c'est A'B' sur AB est égal pour le miroir sphérique est égal à moins SA' sur SA. Je répète, gamma égale à moins SA' sur SA égale à CA' sur CA. Donc, on peut montrer facilement que gamma est égal à CA' sur CA. On peut aussi facilement montrer que gamma est égal à moins SA' sur SA. Sans aucun souci, c'est de manière très très simple. Il faut retenir les formules là. Comme on peut aussi montrer que c'est moins petit f sur FA, on peut montrer que c'est moins F' A' sur F'. Est-ce que c'est clair? Sauf si vous voulez qu'on fasse la démonstration. Est-ce que vous voulez voir la démonstration? Alors? Oui. La démonstration, غادي نمشي نشوف عندكم راه صعب عندكم في الكور. Quelle semaine حنايا؟ هاد لا semaine. ياك prise miroir PPT PDF. Voilà, je pense un truc comme ça. هادشي كله راه عندكم في هادشي كله ديتاي هادشي اللي راه الدوكيومون PDF فيه كلشي. D'accord. Nice. Vous voyez la figure, vous l'avez. Oui. Et tu vois la figure. D'accord. Alors, quand on a un miroir sphérique, vous avez un rayon incident qui vient de l'infini, donc l'objet, il va être réfléchi en passant par F', ou un rayon qui passe par le centre. Le centre, c'est un point de sigmatisme rigoureux. Il va être réfléchi sur lui-même. Donc l'image de B, il y a B'. Puisque l'objet est plan perpendiculaire à l'axe principal, il suffit de faire la perpendiculaire à Naya. Et donc A'B' est l'image de AB à travers le miroir sphérique. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Si on
pourquoi si un point existe sur la surface concave, Oui. l'image de ce point-là et lui-même, on peut faire. Alors, si un point se trouve sur la surface, un point et en même temps une image. C'est tout. Mais les points sur la surface, c'est juste pour dire que dans l'espace, mais moi l'infinité, les points là, c'est des objets qui sont objets et images. Mais intérêt. Par contre, le point C, c'est l'objet et l'image en même temps. C'est un point de sigmatisme parfait et c'est un rayon normal. C'est la normale. Il y a la normale à tous les points. Le point B qui envoie un rayon incident qui passe par C, confondu à la normale, il est réfléchi sur lui-même. Zawiya I égale 0, réfléchi égale à 0, d'après Descartes. Est-ce que c'est clair? Les deux points qui font le sigmatisme rigoureux. Donc, le rayon qui est l'infini, il est réfléchi en passant par F'. Ou le rayon qui passe par C, il est réfléchi sur lui-même. C'est un point de stigmatisme rigoureux. Qui te le point, il y a l'image de B à travers le miroir sphérique. C'est tout. Pas compliqué. C'est bon? Oui, monsieur. Donc, ملي كنديرو هنايا عندي لوبجي كندير هكا ملي كنعاوتاني لا بروجيكسيون ديالو كتعطيني ا بريم بي بريم هنا لوبجي اي ريال ليماج اي اوسي ريال غاما اي نيجاتيف باسكو واحد طالع الفوق و ا بريم هاك لتحت انا بغيت ندير لكم لا ديمونستراسيون ديال غاما الوغ دوني موا غاما شنو هي ا بريم بي بريم سور ا بي نيس با هي ا بريم بي بريم سور ا بي وشنو هاد الزاويه اللي هنايا هاد الزاويه هادي اللي هنايا شنو هي دير طونجون ديالها دير طونجون ديالها شنو هي الطونجون ديالها شنو B sur AC. هي ا بي سور ا سي sur B, AC. وشنو هي الزاويه هنايا انسيدون هاد الغايون انسيدون غيدير واحد لونغل انسيدونس اللي غنسمي لا غير دابا عندكم هذا الشكل صحيح عندك هنا تريونغل ريكتونغل وهنا تريونغل ريكتونغل دير ليا طونجونت د هاد الزاويه طونجونت هي ا بي على ا سي نيس با والطونجونت ديال هاد الزاويه اللي هي لا ميم راه هي ا بريم بي بريم على ا بريم سي دونك عادي شنو فيها كاين شي مشكل وخذوا نعم شنو هي ا بريم شنو هي الطونجونت دو تيتا ميتون هاد الزاويه هي تيتا شنو هي طونجونت تيتا B sur AC. هي ا بي فالور الجبريك سور ا سي هذه هي تيتا شنو هي هذا تريونغل ريكتونغل صغير هنايا شتي هو A prime sur AC, A prime C. سور ا بريم سي ايوا دوز ا بي لتحت كتولي ا بريم بي بريم على ا بي كتساوي ا بريم سي على ا سي وقلب ا بريم سي رضا هي سي ا بريم هي سي ا بريم على سي ا اي فو فوني دو مونطري هذاك الشيء اللي كنت عاطيكم قبيله فو فوني دو مونطري هادي وشنو هي ا بريم بي بريم على ا بي هي غاما وكتولي هادي شنو المشكل فهمتوا شنو درت ولا ما فهمتوش Pas encore, monsieur. شتي ما متبعينش معايا ريغاردي الزاويه هنا شنو هي تيتا ولا الفا شنو هي الطونجونت هي ا بي على ا سي AC. وشنو هي هاد الزاويه هي هادي سي دي زونغل اوبوزي Sont بحال égaux. بحال دونك ا بريم بي بريم على ا بريم سي وكتبها صاحبي خذ ستيلو وكتبها ولا كنتي كتكتبها راه ما غاديش تسول الا كنتي كتكتبها راه كتجيو طوال تبقاو تشوفوا ما تكتبوش راه المعلوم راه تبقى واش مخك غادي يبقى كيجمع معلومات في الهواء دونك ا بريم دونك ا بي لا طونجونت هي ا بي على ا سي وكتساوي تساوي اوسي A prime sur P prime. A prime sur ا بريم سي ودوز ديك ا بريم بي بريم لتحت وطلع ديك ا سي للفوق شنو تعطيك هي ا بريم بي بريم على ا بي كتساوي AC sur A prime C. هي ا بريم سي على ا سي Ah oui, N'est-ce pas bien. وقلب ديك ا بريم سي ردا هي سي ا بريم الفوق ورد التحتانيه هي سي ا وشنو هي ا بريم بي بريم على ا بي هي غاما معروفه هذه دونك غاما ايغال ا سي ا بريم سور سي ا شنو المشكل
واش toujours CA prime sur CA كتساوي gamma. Les relations de conjugaison ne changent jamais, c'est toujours les mêmes relations, ne changent jamais. C'est les mêmes relations pour le concave, le convexe, toujours, dans toutes les situations, dans les conditions de Gauss, bien sûr. D'accord? D'accord. Et voilà, راه كل شيء سهل. انا راه مشيت لكم درت لكم غير وحيده راه كاين بزاف. D'accord? Est-ce que c'est clair? D'accord, très bien. Regardez, vous ne révisez pas vos PDF. Regardez, c'est très riche avec les informations. Vraiment, fais-moi coucher. Aïe, la démonstration. Qu'est-ce qu'il y a dans le PDF, gars? Tiens. Aïe. Ou qu'il y a des applications. Peu importe. D'accord? Maintenant, on peut montrer que gamma est égal à moins SA' sur SA. On peut montrer que gamma est égal à moins SA' sur SA. Ça se démontre de la même manière. Elle est très simple aussi. Et c'est la relation A', B', c'est la définition du grandissement. Mais pour chaque système, le miroir sphérique علاقته هي هذه وحده وهذه ثانيه صافي. Ou le miroir plan gamma égale à combien? Pour un miroir plan gamma égale à 1. Pour un dioptre plan gamma égale à 1. Pour le miroir sphérique concave ou la convexe, gamma égale CA' sur CA égale aussi à moins SA' sur SA. Pour le miroir sphérique, c'est toujours fixe. D'accord? Et on peut aussi montrer autre chose. On peut montrer que gamma, de manière aussi toute simple, égale à moins FA, moins petit f, يعني moins SC. F, il y a SC. F, il y a SC. Moins petit f, c'est la distance focale. Sur FA, on peut montrer c'est moins F'A' sur F'. بحال اللي درنا الاولى غادي نقدم صوب الثانيه ما كايناش لا ديفيرونس سي لا ميم شوز. Mais il ne peut pas toutes les démonstrations. Donc, il faut que vous allez chercher les PDF d'Ialcom ou et vous verrez les démonstrations. Et donc, si on démontre que gamma égale à CA' sur CA, gamma égale à moins SA' sur SA, égale à moins F sur FA, égale à moins F'A' sur F'. من هذه العلاقة هذه من هذه الجوج كنجبد لا ريلاسيون دو نيوتن ها هي كضرب هاد اف بريم وكضرب هاد اف بريم ا بريم دونك سي سكون ابل لا ريلاسيون دو نيوتن دونك اف بريم موان اف ا فوا اف بريم ا بريم خصكم تحفظوا عليها خصكم تحفظوها ça s'appelle la relation de Newton. Ça c'est le foyer objet, ça c'est le foyer image, ça c'est la distance entre l'objet et le foyer objet, ça c'est la distance entre l'image et le foyer image égale à 0, tout simplement. C'est bon? Il faut retenir les équations. Donc là, on a démontré celle-là. Vous pouvez trouver la démonstration dans le cours aussi de cette deuxième. Ça, on peut le faire il a plutôt révision. Ou là, vous entraînez-vous à le faire parce que c'est à partir des schémas tout simplement. Donc, sixième sous-paragraphe, ce sont les représentations de Gauss. Alors, un miroir sphérique, au lieu de le représenter comme étant une calotte sphérique comme un bout de sphère, on peut le représenter comme un plan tangent où il est sphérique. Donc, on dit وهذه هي لا بارتي كي ريفليشي باش كيتسمى هذا ميغوار كونكاف وملي كنقلبوا هذه هكا كنديروا لي تخيل اللي كاينين هنا سافو هذه كي نو ريفليشي با وكتولي هاد الجهه كي ريفليشي لا جات لا لوميير من هنا سافو هذا سي لو ميغوار convexe. C'est-à-dire, c'est les nouvelles représentations dans les conditions d'approximation de Gauss. Là, ce sont des applications quand vous avez des objets qui sont à l'infini. Voilà comment ça converge pour former l'image de AB pour le concave et pour le convexe. Et ici, c'est deux exercices d'entraînement, les radios pour terminer ce chapitre. Alors, ça, c'est un miroir concave. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, pour ce miroir concave, construire l'image de AB. Donc, vous avez le centre
vous avez le sommet et vous avez la distance focale, SF'. Et le point F' s'appelle le point focal. Rappelez-vous que F' est confondu avec F. La face qui réfléchit, c'est la représentation de Gauss, ou la face qui ne réfléchit pas. Donc, où se trouve l'image? Alors, pour trouver l'image de B, je prends deux rayons. Le rayon qui passe par C, Hawada, il est incident. Regardez à la flèche, où là, il est réfléchi. D'accord? Donc, le rayon, il est incident et il est réfléchi. Mais on n'écrit rien. Donc, maintenant, je prends un autre rayon. Donc, je dois prendre un autre rayon le plus simple. C'est le rayon soit qui passe par F' et qui sort parallèle, soit qui va venir parallèlement. Donc, ce rayon qui va venir comme ça, qui va dire, il sera réfléchi de toute façon. Il a qu'un réfléchi. Il a qu'un j'aime parallèle. Il qu'on réfléchit. S'il vous plaît. J'ai besoin d'une réponse. Il doit chercher F ou la F'. F'. Voilà. Fin تلاقاو هنا ياك. Donc à deux points رايكون شنو c'est quoi ce point? C'est l'image de B. وبما ان l'objet est perpendiculaire à l'axe principal, l'image y est. Donc A', B' y est. L'objet est de quelle nature? L'objet qui est réel. Ou l'image aussi réel. Gamma, est-ce qu'il est positif ou négatif? Gamma. Gamma est négatif. L'image est plus petite que l'objet. Donc, gamma est en module inférieur à 1. Gamma est négatif, l'image est plus petite. Gamma, c'est A'B' sur AB. Est-ce que c'est clair? Voilà. Ce n'est pas compliqué pour le miroir concave. C'est simple. Alors, vous pouvez avoir d'autres situations. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un objet entre l'infini et C, c'est ce cas-là. Vous pouvez avoir un objet entre C et F', vous aurez une autre image entre F' et S, et vous pouvez avoir un objet virtuel. Il y a qu'un objet qui est virtuel. Ou il y a qu'un fait des espaces, des objets qui sont réels. D'accord? Donc vous avez 1, 2, 3, 4 situations. Est-ce que c'est clair? Maintenant, dites le convexe. Je veux construire l'image. Le convexe, jamais la partie jamais fait de la partie jamais fait de la partie chez rayon plein trait. Non, dis-moi. Donc, عندي le sommet, عندي le centre, ou عندي F' ou la F, confondu. Et je prends l'objet AB qui est réel. L'espace réel. Là, c'est l'espace des images ou les objets virtuels. Maintenant, j'ai construit le premier rayon qui passe par P, ou qui se dirige par prolongement C. Incident à la flèche, on réfléchit sur lui-même. Ou c'est un autre. Le plus simple, c'est B, parallèle, l'infini, d'accord? ولكن البرولونجمون ديالو خصو يكون دايز من هنا من اف بريم كي غيمشي كيطلع ريفليشي فوالا فين كيتلاقاو هنا دونك هادي سي كيل بوين اش غيكون هو ليماج de B. Ou bien maintenant l'objet est perpendiculaire à l'axe principal. L'image est A'B'. Qui derrière l'image? Qui derrière l'objet? L'objet, il est réel, s'il vous plaît. L'image est virtuelle.
l'objet est réel, l'image est virtuelle. Ouais. Gamma qui est positif ou la négatif? Gamma. A', B' positif, AP est positif, donc gamma, ça se compte Positif. positif. Voilà, gamma est inférieur à 1. Lèche, parce que l'image est plus petite. C'est bon. Donc, c'est une construction. Vous pouvez aussi avoir un objet virtuel, ou un objet virtuel, où vous avez quatrième et dernier cas virtuel. Donc, vous avez un cas. Deuxième cas, il y a l'objet, et tu dis l'image, il y a l'objet une autre image, il y a l'objet une autre image, il y a l'objet une autre image. Donc, pour le convexe, il y a des situations, ou pour le concave, il y a des situations. 1, هذه 2 وهذه 3 وهذه 4. Donc vous avez 8 de l'écart, il a petit faire le miroir sphérique. 8 de l'écart, il a petit faire le miroir sphérique. Il a petit mot, il a petit vraiment te maîtriser. C'est un conseil que je vous donne. Est-ce que vous avez des questions? هنايا في الPDF عندكم في الcours vous avez plusieurs constructions. هذا واحد اخر. D'accord. ولكن si vous comprenez le principe, ça ne devrait pas poser de problème. Ça aussi واحد, etc. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de questions, j'ai terminé. Si nous avons terminé chapitre 4. Chapitre 4, باقي فيه مغبار سفيري ديوبت سفيريك. ديوبتر سفيريك. باقي ديوبت سفيريك من مورا العطلة إن شاء الله.